Bonjour à tous, bienvenue sur News Sécurité pour une nouvelle émission. Une émission qui porte sur les contrôles d'accès. Comment contrôler les accès en hauteur? Quels risques? Quelles réponses? Voici le sujet qui nous anime aujourd'hui. Contrôler les accès pour prévenir tout risque d'intrusion et de malveillance. Une des missions importante des directeurs sécurité-sûreté. Si on parle des sites industriels, ils font face en permanence à une multitude de risques, bien sûr, dont les causes sont multifactorielles et variables selon la nature de leur activité. Garantir en toutes circonstances la protection, la sécurité du personnel, des équipements et des moyens de production, ainsi que des marchandises stockées, requiert un système de sécurité performant, intégrant des moyens de surveillance toujours plus évolués. Nous nous intéressons aujourd'hui aux accès en hauteur, plus particulièrement, comme je vous le disais, comment prévenir tout risque d'intrusion, quels enjeux, quelles réponses humaines, technologiques et normatives apporter. Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir aujourd'hui d'inviter Christophe Ramu. Bonjour. Bonjour. Alors Christophe, vous êtes président du Club Agora, directeur sécurité de la zone géographique sud-est. Et puis vous êtes expert en sécurité, sûreté, prévention des risques au travail et gestion de crise. Estelle Rivaud, bonjour. Bonjour. Estelle, vous êtes responsable développement et communication pour l'UNM. L'UNM, je rappelle que c'est l'Union de normalisation de la mécanique. On l'expliquera un petit peu par la suite ce qu'est l'UNM plus exactement. Dominique Lang, bonjour. Bonjour. Alors Dominique, je rappelle que vous êtes responsable commercial chez Coutier et on a déjà eu le plaisir de vous avoir sur ce plateau pour ces sujets de contrôle des accès en hauteur. Et je rappelle que Coutier est une entreprise familiale qui est maintenant centenaire. Tout à fait, 2024 sera l'anniversaire, les 100 ans de l'entreprise. Voilà. Alors Christophe, je vais commencer par vous, je le disais, vous êtes expert en sécurité, sûreté et santé et vous avez pendant de nombreuses années, plus de 13 ans je crois, été directeur santé, sécurité, sûreté pour ITER Organisation. Pouvez-vous nous rappeler un petit peu la complexité de ce site? Oui, bien sûr. Donc ITER est une organisation internationale dont le but est de construire une machine de fusion qui doit être l'avenir de l'énergie et de la fourniture d'énergie dans le monde. Donc c'est une organisation internationale qui est basée dans le nord d'Aix-en-Provence, qui regroupe 7 partenaires, l'Europe, la Chine, la Corée, les États-Unis, la Russie, l'Inde et le Japon. Et dans ce contexte, on doit, sur le site, qui fait à peu près 180 hectares, construire une quarantaine de bâtiments avec des standards nucléaires. Donc on doit expliquer à l'ensemble de nos partenaires quelle est la réglementation française et comment s'y conformer. Voilà, alors on va revenir justement sur cette particularité, comme vous le dites, avec cette complexité de multinationalité où ces personnes doivent respecter des règles et des normes françaises, et on y reviendra après. Ceci entraîne bien évidemment sûrement des disparités de vision, de compréhension, et ce qui complexifie peut-être par rapport à ces personnels multiculturels et ces prestataires aussi multiculturels, l'appréhension des risques et des multirisques. Effectivement, ITER, c'est 2000 ouvriers chaque jour sur un chantier qui fait une cinquantaine d'hectares et 2000 personnes dans les bureaux. 50 hectares, ça paraît grand, mais il faut savoir qu'en fait, on a certains bâtiments qui concentrent tous les risques dans le bâtiment réacteur et le hall d'assemblage. Donc c'est une superstructure qui fait à peu près 60 mètres de haut, dans lequel on a un empilement des risques. Donc on a une verticalité des risques également. Déjà pour arriver jusqu'à la zone, en termes de, vous parliez de la complémentarité de la sûreté et de la sécurité, en fait on a une vraie coordination de ces travaux-là pour s'assurer que les gens, déjà qui ont seulement l'autorisation de rentrer sur le site peuvent y accéder. Ceux qui en ont les formations
et les accréditations. Et donc ça, c'est ce que j'avais fait sur ITER, c'est-à-dire de faire un mélange, entre guillemets, de l'accès physique et donc de la sûreté, donc de la prévention, de la lutte contre les actes de malveillance, mais que j'avais associé dans notre logiciel d'accès à des validations en termes de santé et de sécurité. C'est-à-dire que seules les personnes qui avaient suivi les formations et avaient les bons certificats de formation pouvaient accéder dans ces zones-là. Voilà, donc c'est vraiment cette particularité. Au niveau de votre fonction, lorsque vous étiez donc à ce poste chez ITER, est-ce que l'aspect santé, sécurité au travail était prédominant par rapport à la sûreté, ou c'était 50-50, ou c'était l'ensemble en fait, et comme vous le disiez, une coordination globale au quotidien? Je vais prêcher un petit peu pour la fonction que j'avais tenue. Je pense qu'il y a un vrai intérêt à ce que des fonctions de directeur sécurité et directeur sûreté soient des fonctions qui soient portées par les mêmes personnes, ce qui permet d'avoir un équilibre, parce que souvent ce qu'on peut mettre en place d'un côté peut aller à l'encontre d'autres fonctions. Donc moi j'avais toujours cet équilibre que j'essayais d'inculquer également à mes équipes sur la nécessité d'avoir un équilibre, je dirais, entre la santé, la sécurité et la sûreté. Et ça, c'est important. Ouais. Alors, on en parlait en début d'émission, hein, l'objet étant de parler de ces problématiques et de ces enjeux d'accès en hauteur. Oui. Est-ce que, du coup, là, c'est pareil, ça ne portait pas que sur la partie personnelle, chute, mais également, c'était un tout. Et qui cela concernait-il et à quel niveau? En fait, sur le site, comme je vous le disais, il y avait 2000 ouvriers chaque jour. Donc 2000 ouvriers chaque jour, ça fait à peu près 500 entreprises. Et en fait, on a un vrai rôle d'alignement, je dirais, des règles sur le site et vérifier que l'ensemble des entreprises qui accédaient au site avaient le même niveau de maturité vis-à-vis des risques. Et donc, en fait, on a mis en place un organe de surveillance et de gouvernance des risques HSE, enfin hygiène et sécurité environnement, pour s'assurer que les standards que nous définissions étaient bien propagés aux entreprises et que nous avions tous la même compréhension des attendus. Ça, c'est important dans un milieu franco-français, mais quand vous avez des entreprises intervenantes qui sont chinoises, coréennes, indiennes, en fait, on a une culture du risque et une façon d'aborder le risque qui est totalement différente. Et il y avait un vrai rôle de coordination en fait, de ce risque-là et d'appropriation du risque. Alors, on va revenir justement sur ce sujet tout à l'heure et vous allez nous expliquer comment ce que vous avez mis en place pour ceci. Estelle, je me tourne vers vous. Je le disais tout à l'heure, hein, donc vous travaillez au sein de l'UNM, l'Union de normalisation de la mécanique. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu en quoi cela consiste? Alors, nous déjà à l'UNM, donc nous sommes ce qu'on appelle un bureau sectoriel. Nous agissons par délégation de l'AFNOR. En fait, l'Association française de normalisation, l'AFNOR, détient, grâce au décret, le pouvoir donc d'établir, d'écrire les normes en France. Et elle délègue une partie de ses activités sectorielles à différents bureaux, dont nous, donc pour la mécanique, mais aussi nous avons absorber le caoutchouc et aussi l'acier, la sidérurgie. Et donc nous, notre rôle, nous abritons des commissions de normalisation, il y en a à peu près 120. Et donc dans chaque commission de normalisation traite d'un sujet technique bien précis avec un périmètre bien défini. Aujourd'hui, on parle donc de ces installations industrielles. Nous, on parle de l'UNM 50 qui regroupe des parties prenantes de ce sujet, comme donc Monsieur Lang juste ici, et qui vont se réunir pour plusieurs choses: écrire les normes, les mettre à jour, faire passer leur point de vue, leur savoir-faire dans ces documents techniques. On parle de ça au niveau français. Nous, notre rôle, on a un rôle de neutralité. On est là pour mettre toutes les parties prenantes d'accord, puisque nous avons des fabricants, mais aussi des utilisateurs, des pouvoirs publics. Tout le monde se réunit vraiment pour créer une norme qui fasse office de langage commun et donc qui mette tout le monde d'accord et qui permette à tout le monde d'avoir des règles identiques. Voilà. On parle des normes, effectivement, donc on l'a bien compris et ô combien d'importance, et on reviendra sur ce sujet tout à l'heure. Là encore, donc vous avez mis en place, à l'aide de ces différents acteurs sur le marché, des normes liées notamment aux accès en hauteur.
j'imagine que si on met en place des normes, c'est parce que justement, il y a eu à un moment donné un état des lieux, des risques liés à ceci, et on veut aller vers des équipements qui vont répondre le mieux à ces risques. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques chiffres, Oui, justement? tout à fait. En 2019, donc, on faisait état d'environ de plus de 10% des accidents de travail étaient liés à des chutes de hauteur. Ouais. C'était la 3e raison d'arrêt de travail de plus de 3 jours et la 2e cause de mortalité, et dont on compte à peu près 50 décès par an. Et donc c'était un vrai défi pour la Direction générale du travail, et donc tous les fabricants aussi de ce type d'installation qui souhaitaient donc faire évidemment baisser ces chiffres. Ouais. Et on reviendra justement sur la normalisation après, le gros travail que vous menez. Dominique, alors comme le disait Estelle, en tant que fabricant, et j'ai envie de dire fabricant responsable quelque part, vous travaillez vraiment dans ces groupes de réflexion au sein de l'UNM. Pour vous, c'est essentiel ? Alors effectivement, à deux titres. D'une part, effectivement, en tant que fabricant, c'est qu'on se doit de respecter des prescriptions techniques qui sont effectivement éditées par ces organismes, je dirais, de tutelle. Et donc, nous, en tant que fabricants, ça nous permet effectivement de définir donc, des gammes de produits et ainsi d'assurer ensuite à nos utilisateurs la fiabilité, la sécurité d'utilisation dans le temps. Ça, c'est effectivement les choses premières. Après, en tant que fabricant, effectivement, il est toujours très important pour nous de remonter dans ces groupes de travail, je dirais, tout ce que nous découvrons au fur et à mesure, je dirais, des discussions avec nos clients partenaires, parce qu'on a toujours effectivement des cas de figure de sécurité qui se posent tous les jours, sur lesquels il n'y a pas effectivement de solution apportée ou pas présentement. Et donc, par le biais effectivement des groupes de travail, on peut effectivement aborder ces nouveaux thèmes, ces nouveaux aspects de sécurité, et ensuite trouver des solutions, et donc ensuite les transcrire dans des documents normatifs que nos clients pourront ensuite utiliser. Alors, ces normes ne sont pas obligatoires. Alors effectivement, certaines sont effectivement d'application obligatoire quand on a effectivement un décret d'application, mais la plupart d'entre elles sont des normes de construction qui sont effectivement des documents de référence sur lesquels effectivement, en cas de problématique, la jurisprudence va se référer pour savoir quel était effectivement le document support existant. Et donc effectivement, c'est ce qu'on essaye d'inculquer aussi à nos clients en leur disant ces normes ne sont pas d'application obligatoire, mais elles sont effectivement quand même, elles servent de base, je dirais, à la réflexion qui est lancée. Voilà, et du coup, c'est un vrai plus quelque part sur Bien entendu, c'est vrai que c'est une image de marque qu'on essaye d'apporter aussi à nos clients, de se différencier un peu par rapport à, je dirais, à d'autres partenaires ou d'autres fabricants, et d'apporter effectivement cette carte, je dirais, de sécurité qui est très très importante, notamment dans le domaine des accès en hauteur. Christophe, vous le disiez tout à l'heure justement, alors vous avez parlé d'harmonisation par rapport à ces différents acteurs. J'aimerais bien qu'on revienne dessus. Et puis, quelque part, harmonisation veut dire qu'on tend aussi vers des normalisations. Est-ce que c'était un aspect pour vous qui était essentiel ? C'est un aspect essentiel. Il y a eu un vrai travail d'accompagnement vis-à-vis de nos collègues étrangers, parce que ce côté non obligatoire de la norme, mais qui est utilisé en jurisprudence, il a fallu expliquer qu'effectivement, même si elle n'était pas d'application obligatoire, c'était quand même des règles de bonne conduite. Et en fait, ça a été très important de pouvoir communiquer auprès de tous que ce que l'on mettait en place avait une vraie valeur ajoutée en fait. Et en fait, on opposait la réglementation anglo-saxonne à la réglementation française, ou la réglementation française, on vous donne l'objectif sans forcément avoir tous les points d'étape. Là où dans la réglementation anglo-saxonne, on va vous donner tous les points d'étape pour arriver à l'objectif. Donc en fait, on a eu énormément d'échanges. On a mis en place ce qu'on appelle le Safety Leadership Team, qui est l'organe de gouvernance en fait de la santé-sécurité sur le site ITER, pour embarquer les entreprises qui étaient partenaires du projet et pour partager cet objectif commun de résultats santé-sécurité pour protéger les gens. D'accord, donc on comprend bien l'importance. Aujourd'hui, Estelle, vous travaillez depuis quelque temps sur un nouveau projet de norme, qui est la norme NFE 85017, une norme donc, l'idée étant de pousser la France à mettre en œuvre une norme, mais au niveau européen, c'est bien ça ? Alors, pour le moment, on est donc sur cette norme qui est sur les moyens d'accès et passerelles déplaçables. Donc, c'est plutôt pour les maintenances et constructions d'avions et de trains. On la développe au niveau franco-français. Déjà, on essaie tous, ça permet d'avoir un consensus au sein des acteurs français.
qu'ensuite on essaiera évidemment de porter au niveau européen. Au-delà de ça, on a aussi une série de normes dites franco-françaises, donc on a développé au niveau français, donc sur ces moyens d'accès, qu'ils soient permanents, fixes, etc. Et donc ces normes-là, effectivement, notre défi aujourd'hui, c'est de les porter au niveau européen, puisque, comme vous l'avez dit, évidemment, toutes les normes sont volontaires, certaines sont d'application obligatoire, c'est 1% uniquement des normes. Mais en revanche, lorsqu'une norme est développée au niveau européen, tous les pays membres de l'Europe sont obligés de les reprendre. Donc il y a ici un véritable enjeu pour le pays qui réussira à verser, entre guillemets, le plus possible de son savoir-faire, de sa façon de faire, puisqu'il sera ensuite quand même un petit peu repris dans tous les autres pays membres. D'où là, on sort le bon code gaulois exactement pour demander aux différents acteurs d'être présents. On motive les parties. Alors, nous, effectivement, en tant que bureau de normalisation, notre rôle, c'est de motiver les parties prenantes, mais on s'appuie aussi sur des parties prenantes motivées, comme chez Coutier Industrie, c'est vrai, Monsieur Lang, sont extrêmement motivés pour aller chercher d'autres parties prenantes, les faire s'investir aussi également, pour effectivement aller monter un petit peu au créneau, aller au niveau européen, participer un petit peu plus, et pouvoir effectivement faire de ces normes sur lesquelles on a beaucoup travaillé, qu'elles soient reprises le plus possible au niveau européen par rapport à d'autres pays qui souhaiteraient imposer les leurs. Voilà, et au sein donc de ces groupes de travail, on peut retrouver à la fois des fabricants, des installateurs, mais aussi des décideurs, des utilisateurs finaux. Tout à fait. Nous, au contraire, on aimerait, il faut qu'il y ait tout le monde autour de la table. On a cette responsabilité-là aussi en tant que bureau de normalisation d'avoir un tour de table qui reflète vraiment aussi l'ensemble de la chaîne. Exactement, puisque en fait ces normes, c'est une application volontaire, il faut qu'elles reflètent l'état de l'art, et l'état de l'art, ce n'est pas seulement les fabricants qui le font. Merci beaucoup Estelle. Dominique, alors on l'a bien compris, vous êtes vraiment partie prenante de ces normes pour concevoir finalement quelque part des produits qui correspondent tout à fait à ce que, au sein des groupes de travail, vous avez souhaité mettre en place, parce qu'il vous semble, oui, avec les autres acteurs, mais évidemment pas vous tout seul, mais qui vous semblent les plus, on va dire, safe, entre guillemets, ou les plus correspondre aux besoins des utilisateurs finaux. Ces produits aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce que c'est exactement pour Coutier ? Alors, on a effectivement évoqué en début de table ronde ces aspects de sécurité d'accès en hauteur. Donc, il faut savoir que dans le domaine industriel, 2/3 des accès en hauteur sont réalisés par des échelles fixes, donc avec crinoline pour la protection collective. Et donc, ce couloir, je dirais, vertical, donne effectivement la possibilité à tout utilisateur d'emprunter effectivement l'ascension et d'arriver ensuite sur des zones un peu dangereuses, sensibles, voire ne serait-ce que par la hauteur, mais également par l'activité que l'on va trouver en partie d'arrivée, à savoir un risque électrique, un risque nucléaire ou chimique. Et donc, à ce titre, le meilleur moyen, effectivement, de contrôler ces accès, que ce soit pour l'aspect sécurité, mais également sûreté, c'est effectivement d'en réglementer physiquement la partie basse, donc par des dispositifs qui vont effectivement répondre à ces critères de normalisation. Donc Coutier effectivement est actif dans ce domaine depuis plus de 35 ans. On a effectivement développé, on a même été pionnier dans le domaine du nucléaire à l'époque pour répondre à ces problématiques d'accès sur des zones très sensibles. Et depuis 35 ans, on est effectivement le leader, je dirais, français, même européen, dans le domaine du contrôle d'accès en partie basse des échelles pour effectivement limiter physiquement l'intrusion du public ou du personnel non autorisé. Très bien, et ce à la fois sur des sites industriels que tout ce qui est transport, on va dire. Transport, le BTP, effectivement, partout on va trouver effectivement une échelle d'accès. Le risque est là à la naissance de la crinoline, à la naissance de la partie basse, et donc Coutier possède une gamme complète de dispositifs qui permettent, je dirais, à différents degrés de sécurité de régler cette problématique d'accès. Merci Dominique. Alors Christophe, on va conclure cette émission avec vous. On a beaucoup parlé de ces contrôles d'accès en hauteur, notamment, et merci Dominique nous a présenté un petit peu le savoir-faire français de Coutier Industrie. Quelles sont les autres réponses qui peuvent être apportées aux autres risques, et notamment aux risques liés aux accès sur des sites tels que ITER ? En fait, il y a un vrai intérêt à coupler les problématiques de santé et sécurité, d'accès sur des dispositifs de hauteur, à la menace et l'analyse des signaux faibles, à la menace malveillante. Pourquoi ? Parce que réglementer les accès sur des parties qui sont sensibles, parce que ça permet d'accéder soit à de la hauteur, soit à des dispositifs particuliers.
Et avoir une traçabilité aussi de ces accès-là permet pour les directeurs sûreté d'avoir ce retour terrain de ces signaux faibles-là. Et en fait, arriver à coupler des dispositifs qui satisfont à la fois la santé, la sécurité et la sûreté vont permettre d'avoir un site qui, au global, sera beaucoup plus sûr. Complètement sûr. Très bien. Alors, pour terminer, en juin 2022, il y a un peu plus d'un an, il y a eu la mise en place du premier module de la chambre à vide qui accueillera la réaction de fusion nucléaire. Et j'imagine que ce dispositif, cette mise en place a nécessité une préparation en termes de sécurité et sûreté. La préparation, elle a été effectivement multiple. À la fois, on a eu de très nombreux rapports avec les équipes d'ingénierie qui étaient mis en charge de la levage de ce composant hors gabarit, puisqu'on est à un composant qui pèse 1350 tonnes, 4 Boeing 747 à pleine charge. Donc en fait, effectivement, si on va de la périphérie vers le risque, d'abord une limitation des accès sur la zone seulement aux personnes qui ont à y être. Et vous savez que dans ces événements, on a une tendance très naturelle de l'humain à venir voir ce qu'il se passe. Donc avec la mise en place de dispositifs physiques pour empêcher l'accès sur les zones les plus dangereuses, une délimitation de la zone également, une coactivité forte qui doit être maîtrisée, c'est-à-dire analyser l'ensemble des événements se produisant sur le site pour éviter qu'un événement vienne perturber cette séquence-là qui est particulière. On pense par exemple à une coupure d'électricité sur le site, ça peut se produire, ça s'est produit sur des levages, et là on rentre sur un peu plus de difficultés. Et donc c'est un moment particulier où tous les effectifs se retrouvent autour d'une séquence clé de l'assemblage du réacteur. Et donc en fait, avec les équipes d'ingénierie, on avait le dernier mot pour dire oui ou non, on peut faire cette séquence d'assemblage-là. Très bien. Et bien, écoutez, sur ces jolis mots et ce retour de belle expérience, je vous remercie à tous les trois d'être venus sur ce plateau aujourd'hui pour parler de cette particularité d'accès en hauteur. Et à bientôt pour une nouvelle émission. Merci à vous tous et à très bientôt sur Radio Sécurité. Merci. Merci beaucoup.